un sujet, je dirais, délicat dans le sens où un sujet à fort débat et surtout un sujet qui est très souvent utilisé pour attaquer la foi, la parole de Dieu, en essayant, en considérant pouvoir montrer que la Bible dit des bêtises, pire, raconte des erreurs et qu'elle n'est pas fiable. Ce qui est le plus triste, je souhaite le dire en introduction, c'est quand on a affaire à des frères et sœurs qui, pour sauver la face, acceptent de dire que il faut considérer qu'une partie de la parole de Dieu pourrait être mythique et simplement adaptée. Bref, là, on part dans des choses qui sont terribles, terribles et dont il faudra rendre compte devant Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Voilà, il faut juste bien réfléchir à ce qu'on dit. Évidemment, s'il y a des attaques et des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, il vaut mieux se taire et laisser toute chose entre les mains du Saint-Esprit, puisque nous ne sommes pas capables de faire face à l'attaque. Cette introduction faite, nous allons pouvoir commencer avec ce titre, L'homme de Néandertal et la Bible. Alors évidemment, nous allons un peu survoler le sujet parce que c'est extrêmement dense, il y a énormément de choses à dire, donc on ne va pas pouvoir tout traiter. Donc je suis absolument convaincu qu'à la fin, il y restera des questions. Je suis absolument convaincu que peut-être même, au fur et à mesure qu'on va avancer, il va y avoir des questions qui vont apparaître, mais nous ne pourrons pas tout traiter. D'accord? Et nous resterons focalisés sur l'homme de Néandertal. On ne parlera pas de l'homme de Cro-Magnon, on en parlera peut-être une autre fois. On ne parlera pas de l'homme de Flores, et des choses comme ça. On va rester sur l'homme de Néandertal. Il y a déjà suffisamment à dire. Et encore, je vous dis, on ne dira pas tout. L'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, première découverte fossile en 1829. Un crâne d'enfant découvert en Belgique à Angis. Assemblage fossile non daté constitué d'un crâne partiel, de fragments de mandibule, d'un os maxillaire et d'une incisive supérieure. Alors, certains vont me dire, ouais, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais je dirais presque que c'est le principal. Parce que tout va se baser sur des études d'ADN, de génome, et les parties du corps dans lesquelles on va trouver l'ADN le plus complet, le moins détérioré, c'est un os de l'oreille interne qui est extrêmement dur et qui est même difficile de broyer pour essayer de récupérer l'ADN. Donc c'est vraiment le meilleur outil. C'est l'os au niveau du haut de la mâchoire. Et ensuite, le deuxième outil, c'est la dent. C'est dans la dent que l'on va trouver, puisqu'il y a de moins de détérioration par des bactéries, par des animaux, par une détérioration naturelle. Donc, quand on a une phalange ou un os de pied, ou un fémur, c'est plus délicat parce que ça veut dire que l'ADN est a priori, sauf certains cas de corps qui ont été conservés dans la glace, etc. Mais sinon, ça veut dire que l'ADN va être très détérioré. On en reparlera un tout petit peu plus loin. Donc, comme je vois déjà des gens qui me disent, enfin, qui font le signe en disant ouais, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, mais c'est à la limite plus important d'avoir ces parties-là que d'avoir le reste du corps. Voilà, quand même souligner les choses importantes. C'est plus tard que ces ossements ont été attribués à un enfant néandertalien de 2 à 3 ans, donc un jeune enfant. C'est plus tard parce qu'au départ on ne savait pas trop ce que c'était. Il y a eu des grands débats pour savoir si c'était même, est-ce que c'était un hominidé, est-ce que c'était un homme ou pas. On ne va pas rentrer dans ces débats, pas ce soir en tout cas. Deuxième découverte fossile en 1848. Un crâne d'adulte cette fois-ci fut trouvé à Gibraltar. Troisième découverte fossile en 1856. Des ossements, alors souvent c'est là qu'on date en fait, c'est là qu'on dit que la première découverte véritable du Néandertal, de l'homme de Néandertal, c'est 1856. Des ossements et un fragment de crâne sont trouvés dans une cavité d'une carrière par des ouvriers dans la vallée de Néandertal en Allemagne. C'est ça qui s'appelle l'homme de Néandertal. Il faut savoir que c'est 1856, on est tout proche, il y a quelques années, de Darwin et de l'évolution des espèces. Donc on est en plein dans le débat de l'époque où la Bible a été déboulonnée, je dirais. C'est dans ces années-là. Et l'apparition, enfin la découverte
de cet homme de Néandertal est venu comme mettre une bombe dans ce débat, en fait, puisque ça a remis tout en cause et ça a appuyé la théorie de Darwin, qui lui-même était très réticent à y introduire l'espèce humaine dans l'évolution. C'est-à-dire qu'au tout départ de l'évolution des espèces, Darwin avait inclus les animaux, etc., mais pas l'homme. L'homme était un cas à part, qu'il était considéré encore comme étant créé tel quel. Mais c'est l'apparition de l'homme de Néandertal qui a poussé ses disciples à le pousser lui, à inclure, et c'est ce qu'il fera quelques années plus tard, il va l'inclure en fait dans l'évolution que l'on connaît aujourd'hui, la théorie de l'évolution que l'on connaît aujourd'hui. Néandertal, à l'époque de la découverte, le nom de la vallée s'écrivait Néandertal avec un H. Ultérieurement, une réforme orthographique de l'allemand a supprimé les H superflus, mais la nomenclature évitant de revenir sur les formes latinisées, on a continué à écrire Homo neanderthalis avec un H. C'est pour ça que vous allez parfois le voir avec un, enfin pas moi, je le mets sans H, mais dans certains écrits, pour un peu qu'il soit un peu ancien, vous allez avoir un H. Et par contre, si on parle de l'Homo neanderthalis, il y a toujours un H. Petite explication pour dire qu'il n'y a pas d'erreur. Le squelette de Néandertal est rapidement décrit par les biologistes, parce qu'il était particulier quand même. En 1863, le biologiste anglais Thomas Huxley le décrit comme étant un type humain inférieur, un intermédiaire entre le singe et l'homme. Très vite, hein. Vous avez découvert en 1856, en 1863, donc 5 ans après, ça y est. C'était l'un des chaînons manquants pour prouver que. Voilà les représentations qu'on pouvait faire de l'homme de Néandertal. J'aurais dû mettre une représentation de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est un homme un peu trapu, on va voir un petit peu tout à l'heure, mais pas du tout simiesque, pas du tout type singe, primate. Voilà, représentation de l'homme néandertal en 1909 dans l'Illustration, qui est un journal connu. Les datations de l'homme néandertal maintenant. Donc ça c'est une présentation rapide, maintenant la datation. Donc en 1857, les ossements sont datés d'une période antérieure aux Celtes et aux Germains. Alors c'est intéressant parce que les Celtes, on va les situer au niveau du cœur de l'Europe, qui vont en plus se déployer, etc. Mais ce que je voulais surtout montrer, c'est que le Néandertal est dès le départ reconnu comme étant européen. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, on va voir tout à l'heure. Il est beaucoup plus qu'européen. Et ensuite les Germains, qui sont eux aussi en Europe. Donc c'est-à-dire qu'on a circonscrit Néandertal comme étant un hominidé, même si c'était un homme primitif, en Europe. C'est ce que j'ai voulu souligner parce que ça va avoir son importance, ça va même une grande importance par la suite. Suggestion fut faite qu'il s'agissait d'un individu appartenant à l'une des races sauvages du nord-ouest de l'Europe dont parlent les auteurs latins. Les latins, en particulier les Romains, dans leurs annales, justifient dans leur conquête qu'ils étaient face à des hommes sauvages. Après là on est dans l'épopée, hein. Donc certains ont considéré qu'en fait l'homme de Néandertal devait être certainement un de ces hommes-là. Une analyse publiée en 2006, donc là on commence à être un peu plus récent, d'une séquence d'ADN mitochondriale de la racine d'une molaire d'un enfant néandertalien est datée de 100 000 ans. Là, c'est le début. Voilà, c'est le début où on commence à remonter très loin dans le temps. Parce que comme vous le voyez juste avant, on disait que c'était des sauvages de l'époque romaine. Alors, c'était pas si vieux que ça. Et là, la datation de l'ADN mitochondrial donne une date de 100 000 ans. 100 000 ans. Alors l'ADN mitochondrial, qu'est-ce que c'est? On va juste un tout petit peu parler parce que ça va être fondamental pour la suite de bien comprendre la différence entre l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire. Pas les mêmes. Quelques explications donc sur l'ADN et le génome. Alors l'ADN ou l'acide désoxyribonucléique, c'est une macromolécule, c'est-à-dire une très grosse molécule, qui porte l'information génétique d'un individu. Tout individu vivant possède un ADN, et dans l'ADN, il y a tout son code qui permet de le fabriquer et qu'il reste en vie et qu'il se régénère. Cette macromolécule est transmise de génération en génération, de parents aux enfants, elle est transmise, elle n'est pas recréée à chaque fois, elle est transmise avec évidemment les parents qui transmettent, on le sait tous, une part de leur patrimoine génétique à leur enfant. Contenue dans chaque cellule du corps. L'information génétique, elle est contenue dans chaque cellule du corps, pas qu'à un endroit, partout. Chaque cellule du corps, c'est l'intérêt d'ailleurs des recherches quand on retrouve
sur une scène de crime, un cheveu ou un morceau d'ongle ou quelque chose, un tout petit morceau de peau, chaque cellule contient l'ADN, donc on a la signature de l'individu. Quand on dit dans chaque cellule du corps, dans chaque cellule, il y a deux compartiments de la cellule. Il y en a deux. On va retrouver l'ADN dans deux parties de la cellule, bien distinctes. Le noyau, première partie, que l'on va appeler une sorte de coffre-fort génétique de la cellule. C'est vraiment le cœur même de la génétique, avec tout un système de reproduction, méiose, etc., qui contient l'ADN nucléaire. Nucléaire, c'est quoi noyau? C'est la racine noyau, donc l'ADN qui se trouve dans le noyau. Cet ADN nucléaire contient 3,2 milliards de paires de bases distribuées dans 23 paires de chromosomes. Il y a 46 chromosomes et qui au total contiennent 3,2 milliards de paires. Donc certes, c'est des lettres, pour ceux qui connaissent. Il y a 4 lettres qui se combinent. Et donc, il y a 3,2 milliards de combinaisons qui sont dans le bon ordre. Alors, on a 23 chromosomes hérités du père et 23 chromosomes hérités de la mère. Alors, quand on dit ça, souvent on imagine qu'on prend un chromosome de la mère, un chromosome du père. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, le chromosome, à l'intérieur de chaque chromosome, on a des morceaux du patrimoine génétique de la mère et des morceaux du patrimoine génétique du père. Donc ça, en fait, c'est pas aussi clair que ça, c'est pas aussi distinct que ça. Ça, c'est important pour toutes les recherches ensuite sur l'ADN. Je disais que la deuxième, donc il y avait une première partie, c'était le noyau dans la cellule, et une deuxième partie qui est la mitochondrie. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. Si le noyau, c'est le coffre-fort, la mitochondrie, c'est la centrale énergétique, c'est ce qui va permettre à chaque cellule d'avoir de l'énergie et de fournir l'énergie, de fournir un travail, une information, un codage, etc., avec les ribosomes, etc. Donc ça, c'est la partie énergétique de la cellule. Et elle contient un ADN, mais un ADN mitochondrial, ce n'est pas tout à fait le même. En fait, cet ADN mitochondrial contient 17 000 paires de bases contenues en plusieurs centaines d'exemplaires dans la cellule. C'est-à-dire que chaque mitochondrie contient des centaines d'ADN mitochondrial et chaque ADN, c'est 17 000 paires de bases. Et c'est tous les mêmes. Donc on voit qu'il y a un ADN nucléaire qui contient 3,2 milliards de bases et un ADN mitochondrial qui en contient beaucoup moins, mais qui est dupliqué en beaucoup d'exemplaires. C'est une énorme différence. Toutes les bases, l'ADN mitochondrial ne se transmet que par la mère. C'est-à-dire que même tous les hommes et toutes les femmes ont de l'ADN mitochondrial, des mitochondries, mais toutes les détiennent de leur mère. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père ne transmet pas de mitochondries à ses enfants. Donc, le matériel plus apprécié pour les recherches, car permet de travailler sur plusieurs soucis de carte graphique. On va essayer de retrouver ça. Voilà. Donc je disais, matériel plus apprécié pour les recherches car permet de travailler sur plusieurs centaines de copies à la fois. C'est-à-dire quand on trouve une mitochondrie, ben ça veut dire qu'on a plusieurs centaines de copies. Donc s'il y en a qui sont détériorées, sur plusieurs centaines, on arrive toujours à reconstituer l'ADN mitochondrial dans sa totalité quasiment. Alors que si on trouve un noyau nucléaire, un noyau de cellule, on a un ADN de 3,2 milliards de paires, mais s'il est détérioré, on n'a aucun moyen de savoir ce qui manque. Donc, les premières données génétiques sur des restes anciens ont été obtenues sur cet ADN mitochondrial. C'est-à-dire que, évidemment, c'était beaucoup plus facile. Les outils le permettaient plus facilement aussi. Donc, toutes les premières études ont été menées sur l'ADN mitochondrial. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien spécifié qu'on a eu en 2006 les premiers génomes mitochondrial. Donc, c'est-à-dire pas complet. 17 000 paires au lieu de 3,2 milliards. Particularité génétique de l'ADN mitochondrial, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne se transmet que de mère en fille. On a une mère ici qui a une mitochondrie, qui va le transmettre à sa fille. Cette fille va le transmettre à sa fille, qui va le transmettre, ici dans le cas de l'exemple, à sa fille et à son fils. Mais ici, on a une mitochondrie d'une mère qui va le transmettre à son fils, mais ce fils ne pourra pas
transmettre cette mitochondrie, puisque ce n'est que la mère. Bien comprendre, ça va être très important pour comprendre ensuite tout ce qui va se passer, même au niveau biblique. Ensuite, on a ici un autre exemple, un autre père qui a une mitochondrie héritée de sa mère et qui ne peut pas le transmettre à ses enfants dans l'enfantement qu'il a, dans l'enfant qu'il aura. Ainsi de suite. Donc, aucun père ne peut transmettre de mitochondrie à ses enfants. La mitochondrie ne vient que de la mère. Voilà. Donc ça veut dire que l'ADN mitochondrial permet de suivre toute la lignée maternelle d'un individu. Que chaque individu, quand on reprend son ADN mitochondrial, eh bien en fait on a toute la chaîne de toutes les mères de ses ascendants. D'accord? Et donc comme il y a à chaque génération une légère modification génétique, une perte d'information, eh bien on peut remonter comme ça et retrouver des mères communes avec différentes personnes, puisqu'elles ont une même partie mitochondrique qui est la même et pas l'autre, etc. Donc on peut remonter, mais on a, je dirais, on a la moitié du patrimoine. On a la moitié, on a une histoire, on a la moitié d'une histoire. L'histoire du côté maternel. Du côté paternel, on n'a rien. Donc c'est-à-dire que ça ne représente qu'une histoire génétique partielle de l'individu. Alors, en 1997, la première séquence d'ADN mitochondrial de Néandertal, c'est en 1997 qu'on a eu la première, mais elle était totalement, enfin, c'était très très faible, parce qu'on n'a eu que des morceaux, c'était le début. En 2008, c'est la première séquence complète d'ADN mitochondrial de Néandertal. Et en 2009, séquence du génome de plusieurs néandertaliens. Donc à partir du moment où on a croisé plusieurs néandertaliens, qu'on a retrouvé sur plusieurs sites en Europe, un peu plus même, un peu plus loin que l'Europe, en Europe de l'Est, on a pu reconstituer une bonne partie du génome mitochondrial de Néandertal. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que c'est passionnant et énormément de choses à voir, mais on va prendre un peu les principaux résultats du séquençage du génome mitochondrial de plusieurs néandertaliens et sapiens. Ce qui est une opposition entre le sapiens, qui est donné pour être plus récent, et néandertal, qui est plus ancien. L'homo sapiens, c'est l'homo, comme on dit tout à l'heure, néandertalis. Alors, on voit que tous les néandertaliens appartiennent au même groupe mitochondrial. C'est-à-dire que tous les néandertaliens ont tous eu une mère commune. Alors, on a ici l'arbre mitochondrial qui a été fait. Alors, pour ceux qui connaissent, il y en a un que je n'ai pas mis puisqu'il est un petit peu à côté, le désinobien. Je ne l'ai pas mis sciemment parce que là, ça mériterait vraiment beaucoup d'explications. Donc voilà. Ceux qui vont dire oh, il ne l'a pas mis, il y a une raison. C'est juste en tout cas là pour montrer qu'on a un arbre où on remonte à une mère commune. Donc je dis bien mitochondrial. C'est-à-dire qu'on a une mère commune qui à un moment donné a eu des enfants, des enfants, puis il y a eu une divergence génétique, mais qui se retrace au niveau de la mitochondrie. On sait que tous les sapiens appartiennent au même groupe mitochondrial. Ça veut dire qu'on a ici tous les sapiens qui sont issus d'une mère. Donc il y a eu une mère unique pour Néandertal et une mère unique pour Sapiens. Ça, la mitochondrie, elle est catégorique, il n'y a pas de souci. Alors ce qui est intéressant, et on va en reparler un petit peu plus tard, c'est qu'on a une population africaine, on a le génome, l'ADN mitochondrial se sépare en deux grandes familles, une famille de population africaine et une famille de population non africaine. On n'a pas une séparation entre Europe, Asie, africaine, non, non. On a l'Afrique d'un côté et on a le reste du monde de l'autre. Ça aussi, ça va être très important parce que les scientifiques ont aujourd'hui beaucoup de mal à expliquer pourquoi l'Afrique est isolée, je dirais, au niveau de la génétique mitochondriale, alors qu'il ne s'agit pas d'une île complètement inaccessible. Donc il y a un problème sur le métissage entre les différentes populations. On remarque que tous les néandertaliens et les sapiens ont une mère commune. C'est-à-dire quand on remonte la mitochondrie, eh bien on se rend compte que la mère commune aux néandertaliens et la mère commune aux sapiens avaient une mère commune. Ici. Alors, j'ai décalé les arbres mitochondriaux
Néandertalien et Sapiens exprès, puisque ça correspond un petit peu près, à peu près, pardon, à ce qu'on définit comme laps de temps, c'est-à-dire qu'on note toujours le Sapiens postérieur au Néandertalien. Il y a un décalage dans le temps. Positionnons les faits sur une frise chronologique, c'est-à-dire qu'on va positionner un petit peu les dates de tout ça, grosso modo, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, il y aurait beaucoup à dire aussi, mais pour qu'on puisse fixer l'esprit sur ce qui s'est passé et quand ça s'est passé. Alors, la frise que je vais utiliser, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus pour ne pas perdre de temps, mais pour ceux qui seraient surpris par cette frise que j'utilise régulièrement, je leur propose d'aller voir pourquoi des chronologies si différentes entre Bible et science. Les parties 1 et la partie 2 sont deux vidéos qui sont sur la chaîne et qui permettent d'expliquer pourquoi et comment on en arrive là, et le bien fondé, je dirais, de cette frise, où on a en bas les temps donnés par la parole de Dieu, par la Bible, et en haut les temps qui sont mesurés par les méthodes scientifiques, avec une différence, parce qu'il y en a une qui est en échelle linéaire et l'autre en échelle logarithmique. Peu importe. Si je prends la mère commune entre Néandertal et Sapiens, on arrive à quelque chose qui se trouve ici, c'est-à-dire très très proche, au niveau de la datation biblique, très proche d'Adam et Ève, mais pas au-delà, c'est-à-dire qu'on est bien un peu avant, sachant que cette mère-là, scientifiquement, a certainement eu une mère, donc c'est-à-dire que la date que l'on donne là, c'est peut-être qu'elle était avant, mais en tout cas, elle n'était pas après, donc on est très proche. Aujourd'hui, nous avons des éléments importants du génome nucléaire de Néandertal. C'est-à-dire que, là je vous ai fait, on ne va pas rentrer dans le même détail, on va aller un peu plus rapidement pour l'ADN nucléaire, on va directement aller un petit peu au résultat, pour éviter de perdre du temps. Mais aujourd'hui, nous avons des éléments du génome nucléaire, donc avec les 3,2 milliards de paires. C'est-à-dire qu'on a aussi une histoire qui va se compléter, puisqu'on va avoir une histoire génétique du père, de la filiation paternelle, donc des hommes. Alors, en 2006, première donnée génomique nucléaire sur Néandertal. En 2010, on va appeler un séquençage brouillon du génome nucléaire néandertalien. Pourquoi? Parce que le génome relevé sur un individu dont les éléments étaient parcellaires et très détériorés. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en 2006, c'était vraiment les tout débits. D'ailleurs, on considère que c'est une tentative qui n'a pas abouti. C'était vraiment pas probant. Il y avait non seulement beaucoup de détérioration, mais il y avait aussi beaucoup de pollution par les scientifiques qui l'avaient touché, qui l'avaient manipulé pendant des années pour l'observer, et qui avaient laissé leur propre ADN dessus. C'était très compliqué d'aller relever l'ADN. Bon, après, il y a aussi les méthodes qui se sont améliorées, etc. Donc, en 2010, on a un premier séquençage brouillon, c'est-à-dire qu'on commence à voir un petit peu le profil génétique, mais ce n'est pas évident. C'est en 2014 qu'on arrive à un vrai génome qualitatif pour le Néandertal d'Altaï. D'Altaï, c'est-à-dire qu'il est tout au nord de l'Europe, en Russie, là-bas, sur la montagne d'Altaï. Alors, pourquoi est-ce que ça a pu être qualitatif? Parce que dans cette montagne, en fait, il est en altitude dans une grotte et il est gelé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il fait très très froid. Donc la détérioration de l'ADN a été beaucoup plus lente et donc on a des outils de travail qui sont beaucoup plus riches et moins détériorés. En 2017, génome qualitatif pour le Néandertal de Vindija, donc, en Roumanie, pas loin de la Roumanie. En 2017, alors c'est 2017 et 2018, là, des génomes qualitatifs pour plusieurs néandertaliens tardifs. Alors quand on dit tardif, c'est-à-dire on a des néandertaliens qui sont après l'apparition, je parle dans le vocabulaire de paléontologie, après l'apparition du sapiens. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas un remplacement de population, on s'est rendu compte qu'on avait une superposition de population. C'est-à-dire que le sapiens a vécu en même temps que le néandertalien. Donc il y a eu une superposition. Là aussi, ça pose problème. Vous allez voir pourquoi. De gros problèmes au niveau génétique. Principaux résultats du séquençage du génome nucléaire des néandertaliens et des sapiens. Alors, voilà les principaux résultats, ce qu'on va obtenir de ce séquençage en comparaison. Les néandertaliens sont génétiquement plus proches entre eux que les sapiens. C'est-à-dire que les néandertaliens sont tous très proches les uns des autres, mais assez éloignés des sapiens au niveau génétique. Les sapiens sont génétiquement plus proches entre eux que des néandertaliens. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux populations
qui ont vécu en même temps, mais qui se sont très peu métissés. Donc, il y a eu très peu d'échanges matrimoniaux, je pourrais dire, dans ces deux populations. C'est en parfaite correspondance avec les données morphologiques connues. C'est-à-dire qu'en fait, la morphologie, le squelette de Néandertal est différent. Alors, il n'est pas non plus extrêmement différent, mais il est quand même franchement différent du squelette du sapiens. On a ici deux crânes, à gauche le sapiens, à droite le néandertalien. Donc, on a quand même une bonne différence de morphologie. Et au niveau des squelettes, on voit que là, cette fois-ci, c'est à gauche on a le sapiens et à droite on a le néandertalien. Donc on voit ici qu'il y a vraiment une différence. Dans la courbure de la colonne vertébrale, etc., il y a pas mal de différences. En tant que résultat encore, il y a un apport important du patrimoine génétique de Néandertal chez Sapiens d'Europe et chez Sapiens d'Asie et quasiment pas chez Sapiens d'Afrique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu, mais là c'est confirmé. C'est-à-dire que dans l'ADN de Sapiens, on y retrouve des morceaux d'ADN de Néandertal. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une... C'était pas totalement hermétique. Il y a eu peu d'échanges, les échanges étaient possibles, mais il y en a eu peu. En Europe et en Asie. Par contre, en Afrique, pas du tout. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'échange entre le sapiens d'Afrique et le néandertal. Alors que partout dans le reste du monde, il y a eu des échanges, peu nombreux, mais il y en a eu. Aujourd'hui, on considère que la population occidentale, on va dire, et asiatique, détient approximativement, dans chaque individu, à peu près 2,5, en moyenne 2,5% du génome de Néandertal. Alors que l'Afrique, non. L'Afrique est restée, entre guillemets, plus pur sapiens. Le patrimoine génétique néandertalien est porteur de maladies de peau et de faiblesses immunitaires importantes, alors que qu'on retrouve chez Néandertal et qu'on va retrouver par apport dans le système génétique de sapiens occidental et pas dans le sapiens d'Afrique. Donc on a pu relever que le patrimoine génétique de Néandertal était porteur de maladies très sérieuses de peau comme le psoriasis, l'eczéma, des choses comme ça, qu'il n'y avait pas chez le sapiens d'Afrique, ou très très peu, parce qu'il y en a eu, mais c'est en statistique c'est rien. Il y en a quand même, mais c'est pratiquement rien. Des restes ont été trouvés dans une grotte de Roumanie, la grotte de Pestera. Alors, pour ceux qui parlent roumain, je suis désolé pour la prononciation. Pesteracu Oaz, je ne sais pas comme ça si on dit. Et en particulier, c'était un sapiens, qu'on appelle Oaz 1, le premier sapiens de la grotte, parce qu'il y en a eu un deuxième, il y a eu Oaz 2, avec des traits marqués de néandertalien. C'est-à-dire qu'on a un sapiens avec des traits très marqués de Néandertal, pas juste quelques petits morceaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que la génétique a montré qu'il avait un au moins de ses grands-parents ou arrière-grands-parents qui étaient néandertaliens. Donc ça veut dire qu'il avait un fort patrimoine génétique du Néandertal, puisque c'est très proche de lui, un de ses aïeux très proches était néandertalien, alors que lui était sapiens. Il est daté de moins 35 000 ans. Les premiers, alors il y a des datations qui vont jusqu'à moins 650 000 ans pour le Néandertal. Un peu loin, mais voilà, en règle générale, on est en 500, 400 000 ans. Par contre, ici, on a un sapiens de moins de 35 000 ans. Donc c'est très récent. Sur la frise, c'est ici. Parce que certains ont essayé d'expliquer par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu, que oui, mais Néandertal, c'était la génération avant le déluge et que Sapiens, c'était après. Or, on voit que là, ça ne colle pas. Ça n'est pas possible. Ou alors, il va falloir faire encore de la gymnastique pour essayer de dire que. Et donc là, il n'y a pas de possibilité. Principale conséquence des résultats du séquençage du génome nucléaire des Néandertaliens et des Sapiens. Maintenant, les conséquences. On a vu les résultats, maintenant on va voir les conséquences. Les Sapiens et les Néandertaliens ont vécu ensemble. Les Sapiens et les Néandertaliens se sont très peu mêlés.
le métissage a été très faible. Ils ont vécu ensemble, il y a eu très très peu de métissage. Il y en a eu, et peu. Le métissage entre sapiens et néandertaliens est plutôt récent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Le métissage entre sapiens et néandertaliens ne s'est opéré que des néandertaliens vers les sapiens. Et ça, c'est très curieux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun séquençage de néandertaliens qui a pris des séquences de sapiens. Il n'y a que des sapiens qui ont pris des séquences de néandertaliens. Ça va que dans un sens. C'est-à-dire que le métissage génétique ne va que dans un sens. Curieux. Toutes les séquences néandertaliennes retrouvées proviennent de mitochondries. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore plus surprenant que ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a un système qui fait qu'il n'y a que la mère, on ne retrouve que des traces des mères. À croire, dans une lecture vraiment rapide et infantile, qu'il n'y avait pas de père néandertalien, avec des femmes. Alors, bien sûr que non, évidemment, on a trouvé les corps, etc., il n'y a pas de problème, mais au niveau du séquençage génétique, ça fait partie des grandes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, le métissage ne s'est fait que par des femmes néandertaliennes avec des hommes sapiens. Il n'y a eu que des enfants issus de couples hommes sapiens, femmes néandertales. Jamais homme néandertal, femme sapiens. Jamais. Ça fait partie des choses très étranges. Les néandertaliennes étaient les seules à avoir des gènes qui permettaient le maintien d'une grossesse avec un sapiens. C'est-à-dire que là, ça a été poussé, hein, c'est pour ça que je dis, ça a été, moi j'ai pris des résultats de 2018, je n'ai pas trouvé de résultats de 2019, je n'ai pas trouvé de publication, mais sur 2018, et on a trouvé qu'en fait il y a un séquençage génétique qui fait qu'une femme sapiens enceinte d'un néandertal, la grossesse n'aboutissait pas. Il y a des gènes de rejet. Alors que dans l'autre sens, il n'y a pas. Les femmes sapiens n'avaient pas de gènes qui permettaient le maintien de la grossesse d'un néandertalien. Donc voilà, voilà. Donc on a dans un sens et pas dans l'autre. Les mâles issus du métissage sapiens-néandertalienne étaient stériles. En fait, ça veut dire qu'on a retrouvé que si c'était le cas, les gènes montrent que de toute façon, le mâle qui serait sorti de là, qui serait issu d'une telle union aurait été stérile. Donc ça veut dire que vraiment, il y a vraiment un blocage génétique dans un sens et pas dans l'autre. Les premières coupures génomiques de Néandertal montrent que les premières unions étaient consanguines. C'est-à-dire que quand on remonte l'arbre génétique de Néandertal, alors on ne le trouve pas chez Sapiens, parce que Sapiens est beaucoup plus récent. On ne remonte pas aussi loin. On remonte les 35 000, 40 000 ans, certains ont 60 000 ans. Et encore, c'est pas sûr. Alors que le Néandertal, on va jusqu'à 400 000, 500, 600 000, pas de problème. Et donc, quand on remonte au séquençage, on se rend compte que les premières unions néandertaliennes étaient consanguines. Avec le plus éloigné qu'on ait pu trouver, plus éloigné qu'on ait trouvé, c'est des cousins germains. Et donc, il y avait aussi, a priori, des frères et sœurs chez les Néandertaliens. Maintenant qu'on a planté le décor, on va regarder ce que nous dit la parole de Dieu. Genèse, chapitre 4, versets 14 et 15. C'est Caïn qui parle. Il vient de tuer son frère Abel. Et il dit à Dieu, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Le verbe qui est ici, c'est Caïn qui parle et qui dit « Si quelqu'un me trouve, il me tue », c'est le verbe harag. Harag qui veut dire tuer, assassiner.
Caïn est clair. Mais si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Je vais me faire assassiner. L'Éternel mit un signe sur Caïn, Oft. Oft, littéralement, signifie un élément de protection. Il a mis un élément de protection sur Caïn. Ensuite, si quelqu'un tuait Caïn, alors on a Caïn qui dit, si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Rag. Dieu dit, si quelqu'un tue Rag, Caïn sera mangé 7 fois. L'Éternel mit une protection sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Je mets les mots dans le même ordre qu'en hébreu pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Donc pour que ne le tuât point quiconque le trouverait. Ce qui m'a interpellé, c'est que il n'y a pas de point, il n'y a pas de négation, et que le verbe tuer ici n'est pas le même. Ça veut dire qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Il y a un moment donné, il y a Caïn qui dit si quelqu'un me trouve, il me tue. J'ai un petit problème une fois de plus. Alors, je suis obligé de faire une pause. Voilà, désolé. Voilà, un problème de batterie. Excusez-moi, je continue. Donc, ce qui m'a surpris, c'est le fait que Dieu reprenne les mots de Caïn. Et si quelqu'un tue Caïn, ok, donc Dieu a bien entendu, il répond à la bonne question. Mais oui, mais je mets une protection pour que si quelqu'un te trouve, ne te tue pas. Mais ce n'est pas le même mot. Et donc, naka ici, qui est conjugué au radical kal dans les manuscrits récents et au radical ifil dans les manuscrits anciens. Alors ça m'a encore plus interpellé. Je me suis rendu compte que les manuscrits récents font apparaître une modification du texte légère, juste le radical qui change. Par rapport aux textes anciens, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Qu'est-ce que cela signifie, naka, dans le cadre, quand il est conjugué au radical kal? Ça veut dire frapper, tuer. Clair. Ifil, c'est un causatif actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Caïn serait la cause de la mort d'eux. C'est-à-dire que, et l'Éternel mit un élément de protection sur Caïn pour qu'il ne soit pas la cause de la mort de quiconque le trouverait. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce n'est pas Caïn qui risque de mourir, c'est l'autre. Et Naka, qu'est-ce que signifie Naka? Eh bien, Naka désigne l'action de détenir dans sa main du piment réduit en poudre. En fait, c'est quelque chose qui est d'abord du piment, donc quelque chose de très très fort, et qui est sur la peau, et qui est très irritant pour la peau. En fait, le texte nous parle d'autre chose. Quiconque le trouverait, matza. Matza, c'est trouver, obtenir, découvrir. D'accord. Mais il est conjugué au mode participe actif. Ça veut dire se trouve dans les conjugaisons actives et réfléchies. On va y arriver. Hein. Dans les conjugaisons, donc, actives et réfléchies. Je suis pas sûr que j'ai un vrai souci là. Ah. Non, je pense que. Je suis désolé, mais si ça, en fait, si ça continue, je vais être obligé d'arrêter parce que j'ai ma carte graphique qui est en train de lâcher. Ouais, c'est plus possible. Ouais. Juste quand ça devient intéressant. Alors là, c'est venu en arrière. Alors là, je ne sais plus où on est là. Ouf, voilà. Alors, on va essayer de continuer. L'action retombe sur le sujet quand c'est une conjugaison active et réfléchie. Ça veut dire que c'est pour et en soi. C'est-à-dire que pour que qu'un ne soit pas la cause de la mort de quelqu'un qui le trouverait et qui du coup, en le trouvant, c'est quelque chose qui lui arriverait, qui lui tomberait dessus. C'est quelque chose qui lui tomberait dessus.
Caïn a été atteint d'une ou de plusieurs maladies visibles et contagieuses qui contraignaient les autres à s'éloigner de lui au risque d'être contaminés eux-mêmes. C'est-à-dire que, c'est très surprenant tout ça parce que n'oubliez pas que la marque, c'est une marque de protection. Il a reçu une marque de protection qui en réalité était une maladie contagieuse et visible, donc c'est-à-dire une maladie plutôt de peau. Alors, a priori, quelque chose de visible, on pourrait imaginer lèpre, mais lèpre, je ne pense pas parce qu'on va voir la suite, c'est plutôt du style psoriasis ou des choses comme ça, des choses visibles. Non, mais après, il y a toute l'idée qu'il y a des choses qui ne s'attrapent pas, comme le psoriasis, ça ne s'attrape pas par contact, c'est pas contagieux. Mais si on voit quelqu'un, on ne sait pas ce que c'est, on voit quelqu'un qui est atteint d'une crise de psoriasis, on va avoir tendance à reculer. Aujourd'hui, peut-être pas, évidemment, parce qu'on connaît. Mais il faut savoir quand même que ça va générer de la peur. Forcément. Quand on sait que déjà, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui avait simplement une tache de vin sur le visage générait la peur, déjà, il n'y a que ça. Donc voilà. Mais en tout cas, il était porteur de quelque chose qui véritablement pouvait se transmettre. Alors pourquoi, je l'ai mis en deux mots, pourquoi, dans quel but Dieu a donné un élément de protection à Caïn, qui était une maladie, qui devait être, si on compare avec un mot qui donne la peau avec du piment, ça devait pas être agréable. Eh bien tout simplement, pour que Caïn puisse être amené à la repentance et revenir à Dieu. Parce que Caïn a tué son frère, Caïn s'est rebellé, mais Dieu lui a transmis un message, et il va permettre à Caïn d'avoir le temps nécessaire pour réfléchir et prendre une décision et revenir à Dieu. Parce que, alors là je renvoie vers l'étude, la Bible décrit la civilisation antédiluvienne, où là je montre que Caïn est revenu à Dieu à la fin de sa vie. Mais quelques siècles plus tard. Quelques siècles plus tard. Voilà, dans un contexte très particulier, mais ça c'est étudié dans l'autre étude. Donc c'est l'une des raisons, on va voir que ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons pour Caïn, parce qu'il y a une autre raison qui va aller beaucoup plus loin que ça, qui va suivre. Les Néandertaliens sont génétiquement plus proches entre eux que les Sapiens sont génétiquement plus proches entre eux que les Néandertaliens. C'est-à-dire que là, on a déjà un premier élément, c'est que Caïn a reçu une maladie de la part de Dieu qui était pour le protéger, et cette maladie, a priori, il l'a transmise à ses descendants. Donc là, on a déjà une première distanciation entre la généalogie de Seth, qui est le troisième enfant d'Adam et Ève, et la généalogie de Caïn, le premier, puisque Abel ayant été tué. Donc on a une première correspondance. On va voir que les Néandertaliens, en fait, sont les descendants de Caïn. Tout de suite, je dis, les Néandertaliens ne sont plus considérés comme des abrutis arriérés. Il y a de l'art néandertalien, on a des sépultures néandertaliennes, on a tout ça. Donc c'est-à-dire que Néandertal n'est plus du tout considéré comme un sous-homme, mais plutôt comme aujourd'hui au niveau paléoanthropologie, comme étant une ligne parallèle aux sapiens, qui serait a priori, d'après les paléanthropologues, apparu avant, ça, on va voir pourquoi ils le considèrent et comment, bibliquement, on va voir que ce n'est pas le cas, et que les deux ont vraiment marché en parallèle. Le patrimoine génétique néandertalien est porteur de maladies de peau et de faiblesses immunitaires importantes. Maintenant, on a toute la lignée de Caïn qui va se déterminer ici, en parfaite correspondance avec des données morphologiques connues. On va y revenir. Ces modifications génétiques ont amené Caïn et ses descendants à changer de mode de vie. À partir du moment où vous avez des maladies de peau, vous allez changer votre mode de vie. C'est-à-dire que vous n'allez plus passer votre temps dans les champs dehors en plein soleil, vous allez avoir tendance à aller chercher l'ombre et la fraîcheur. Donc ils vont migrer, ils vont se déplacer. Donc toute la descendance de Caïn va se déplacer et adapter son mode de vie. Genèse 4, versets 13 et 14. On est dans le même chapitre. Hein. Caïn dit à l'Éternel, donc juste le verset d'avant. Tout à l'heure on a dit 14 et 15, maintenant on va dire 13 et 14. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'expression ici, enfin la phrase qui a été traduite par je serai caché loin de ta face, je serai errant, que j'ai retranscrite en hébreu, parce qu'il y a des petites choses, on va juste regarder quelques petits éléments.
et les diacritiques qui n'ont pas de particularité autre que d'ajouter du sens au texte. Que ça ne fait pas partie de la conjugaison, ça ne fait pas partie de la prononciation, ça rajoute autre chose. Bon, il y a d'autres choses qui sont musicales, mais peu importe. On a ici un etnata, indique une action du sud vers le nord. C'est-à-dire qu'en fait, on a une petite marque qui nous dit, au moment où Caïn dit « je serai caché loin de ta face, je serai errant », on a une petite notation qui nous dit « il est parti vers le nord », du sud vers le nord. Et ensuite, à la fin, on a, après, parce que ça se lit de droite à gauche, après on a un mac-epak, qui indique une action de l'est vers l'ouest. Donc ça veut dire que le texte nous sous-entend que Caïn est parti vers le nord, puis vers l'ouest. Remarque géographique. Alors là, je fais un petit résumé parce que je renvoie vers la civilisation antédiluvienne, partie 1, les traces, où là, tout ça, c'est détaillé. Reprenons le continent antédiluvien, c'est-à-dire le continent avant le déluge. Donc en regroupant tout, on n'a pas du tout la même forme que ce qu'on nous présente dans les manuels, mais on peut très bien retrouver cette forme-là, une forme de sorte de rosace à 8 pétales. Avec au centre, si on prend le centre, on est exactement sur Israël. Donc on a une barrière montagneuse qui nous est décrite dans la parole de Dieu, avec des failles de déchirure engendrées durant le déluge. Voilà. On va retrouver les failles, en fait, ça va être les océans actuels. Peu importe. On a ici la zone au centre de la terre de l'époque, qui était la zone décrite dans la parole de Dieu, où se trouvaient les premiers patriarches avant le déluge. Eh bien, si on retrace la migration de Caïn et des siens, on obtient, vers le nord et vers l'ouest, on obtient ici, c'est-à-dire une zone particulière, zone de présence de Néandertal, justement. C'est-à-dire qu'on a exactement la zone de présence de Néandertal. Je dirais une concentration de Néandertal, c'est-à-dire de Caïn et ses descendants, qui ont migré exactement à cet endroit. Les zones les plus anciennes de présence de l'art pariétal, dans les grottes, les peintures, etc. C'est là qu'on va trouver tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à s'abriter. Parce qu'à partir du moment où ils sont atteints d'une maladie de peau, ils ne vont pas du tout chercher à être à l'extérieur, mais se cacher dans les grottes au frais. Et c'est là qu'on les retrouve d'ailleurs. Caïn cherchait à vivre à l'abri du soleil, entre autres. Caïn et ses descendants. On continue. Genèse chapitre 4, versets 19 à 24. Donc là, je refais un petit résumé pour ceux qui ont déjà suivi d'autres études préalables, mais pour bien comprendre, parce que ça va être important aussi par rapport à Néandertal. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Ada enfanta Jabal, donc Lémec c'est le descendant, le dernier descendant, enfin l'avant-dernier, puisqu'il a eu des enfants, mais du côté de Caïn, donc du côté néandertalien, avant le déluge. Donc Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son père était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau. Silla de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Lémec prit 2 femmes. Le verbe prendre, il y a un mot qui n'est pas traduit, qui est lou, qui veut dire pour lui-même. Il prit une insistance. Quand on prend une femme, c'est pour soi. Pour elle aussi, bien sûr, mais c'est pas pour quelqu'un d'autre, quoi. Là, il y a une insistance du texte. Lémec prit 2 femmes pour lui, pour lui-même. Femme, Nazim, c'est-à-dire des personnes importantes de rang reconnues pour leur qualité physique. Donc il a pris 2 femmes pour lui qui étaient reconnues pour leur qualité physique. Ada. La première s'appelle Ada. Ada, ça veut dire ornement. Je mets les diacritiques avec parce que c'est important. On a un Zakef Katon, désigne une rupture. Et Tsila, le nom de la deuxième, Tsila, qui veut dire ombre. Alors, la construction de Ada, la première lettre, Aïn, se rapporte à quelque chose de purement physique. Ça insiste, quelque chose de purement physique. Alors que Tsila se rapporte à quelque chose de non physique, la dernière lettre, enfin, les 2 dernières lettres. La première lettre désigne des sons sourds, inappréciables et sans harmonie. Les 2 premières lettres de Tsila désignent un son clair et éclatant. Donc on a vraiment 2 femmes opposées.
Les deux dernières lettres de Ada désignent ce qui est fécond et fertile. Les deux premières lettres de Tsila désignent une cavité sans vie, une caverne, associée à une femme stérile. Il ne faut pas avoir d'enfant. Les deux dernières lettres de Ada impliquent l'idée d'influence forcée, d'impulsion, d'expulsion, de contrainte. Alors que Tsila, c'est libre comme l'air. Donc on a vraiment des descriptions de deux femmes qui sont totalement opposées. En fait, Ada était une femme que les mecs avaient prise pour ses qualités physiques en tant qu'enfanteresse. Il avait pris une femme pour avoir des enfants. Et il avait pris donc une mère porteuse, grosso modo, pour porter ses enfants. Et Tsila, une femme prise pour le plaisir, qui ne devait pas enfanter, un objet sexuel. Reconnus pour leur qualité physique, les deux. Pour avoir plus de détails, voir la Bible décrit la civilisation antédiluvienne pour avoir plus d'informations et plus de détails sur ce qui s'est passé, sur le pourquoi du comment. Je reprends notre texte avec Lémec qui prit ces deux femmes. On a vu que Ada c'était la mère porteuse, que Tsila c'était l'objet sexuel de monsieur. Ada enfanta Jabal, Vat-Teled. Et alors que Tsila, de son côté, enfanta Yelada. On voit que ce n'est pas les mêmes mots. Il y a une différence entre les deux. Et la différence, c'est quoi? C'est Yalad. Pourtant, c'est la même racine. Yalad, c'est la racine des deux verbes. Mais il y a une différence qui a été notée entre Ada et Tsila. Vateled pour Ada, est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'est quelque chose de continu. C'est une condition qui est tout le temps vraie. Elle a enfanté plusieurs enfants et voilà, et ça se passait bien. Et voilà. C'est la mère porteuse, quoi. Donc c'était à l'imparfait, c'était continu, c'était régulier, c'était normal dans le cycle. Alors que Yelada est conjugué au parfait, c'est-à-dire que Tsila, l'objet de monsieur, a eu un enfant, a enfanté une fois. Le parfait, ça veut dire que c'est une action unique qui s'est réalisée une fois. Se réfère à une condition unique, ça veut dire que Tsila ne devait pas avoir d'enfant, mais elle a accouché une fois. Et elle a eu deux enfants, Tubal-Caïn et Nahama, qui étaient donc des jumeaux, de faux jumeaux. Nahama, la construction de son nom, c'est la racine centrale du mot, c'est renferme l'idée de réunion. Prise en qualité de nom, cette racine désigne un peuple. Prise en qualité de relation, elle signifie avec. Employée comme facultatif continu, comme ici, elle signifie étant réunie, assemblée, formée par agrégat. Et voilà, la description, c'est parce qu'elle a été formée par agrégat, parce qu'elle était jumelle en fait. Donc elle a été formée ensemble, à partir avec son frère jumeau. Le verset 22. Silla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn. Alors, qui forgeait tous les instruments des reins de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn était Nahama. Nahama, c'est la seule femme de la lignée de Caïn qui soit nommée et dont on connaisse la filiation. Parce qu'évidemment, on a Ada et Tsila qui sont nommées, mais on ne sait pas d'où elles viennent. On ne connaît pas leur filiation. Par contre, Nahama, c'est la seule femme qui est nommée et dont on connaît la filiation. On peut remonter jusqu'à Adam et Ève. Donc Nahama, ça veut dire douce, charmante. Les deux premières lettres expriment l'idée de quelque chose de mou, de faible, sans consistance. Et les deux dernières lettres désignent le principe féminin d'où tout tire sa subsistance. Nahama avec les diacritiques, on a un silouk, indique le dernier mot du verset, c'est le dernier mot du verset. Un deuxième silouk, c'est curieux, il y a deux silouks, ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait la fin du verset et la fin du verset, mais en fait, on sait que c'est la fin du verset. Pourquoi il y a deux fois? Nahama est la marque de la fin de quelque chose. Il y a la fin du verset, mais il y a la fin d'une idée, il y a la fin de quelque chose d'important. Nahama est à l'origine de génération de tout ce qui est féminin. Il n'y a que deux femmes qui soient porteuses du principe féminin d'où toute l'humanité tire sur sa subsistance. Les deux, c'est lesquelles? Alors, l'idée de quelque chose de mou et de faible, ça renvoie vers 1 Corinthiens 1, 27 et 29, mais Dieu a choisi des choses folles du monde
pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les deux seules femmes qui sont à la base du principe féminin pour l'humanité, c'est Ève, évidemment, et la femme de Noé. Il n'y a que deux femmes dans l'histoire de l'humanité qui sont porteuses de ce message. Ève et la femme de Noé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Naama, c'était la femme de Noé. Ça veut dire que Noé s'est marié avec une femme de la lignée de Caïn, c'est-à-dire avec une néandertalienne, alors qu'il était un sapiens. Silouk signifie enlèvement. Naama a été enlevé des mains de Lémec, son père, afin d'être gardé de ses pratiques sélectives des femmes. Je renvoie vers l'étude sur la civilisation antédiluvienne pour avoir plus d'informations. Donc en fait, elle a eu des jumeaux, Tsila, et elle a retiré sa fille, Naama, qu'elle a cachée pour la sauver de ce monde perverti. La femme de Noé était une descendante de Caïn, gardée pure par sa mère, Tsila, qui n'avait pas le droit d'enfanter. Sa mère n'avait pas le droit d'enfanter. Elle n'aurait pas dû enfanter. Mais elle a enfanté. Elle a surpris son mari et elle a enfanté. Dieu a choisi Naama, celle qui n'aurait pas dû naître, selon la norme des hommes, pour être porteuse de vie pour tous les hommes, toutes les femmes. Ça, c'est un message de Dieu, justement, qui prend le contre-pied de façon magistrale, et que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, etc. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Évidemment. Donc voir la Bible décrit la civilisation antédiluvienne pour avoir beaucoup plus d'informations sur tout ce que je viens de dire. Ce n'est qu'un résumé pour comprendre que Naama était la femme de Noé, c'est-à-dire que Noé, sa femme, était une néandertalienne. Mais Noé n'a eu que 3 fils, c'est-à-dire qu'au niveau de la mitochondrie, ça va poser un problème. Genèse 5.32, il dit que Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Noé est le seul patriarche pour lequel il n'est jamais écrit qu'il eut des fils et des filles. Tous les patriarches antédiluviens ont tous eu un tel et des fils et des filles, sauf Noé. Noé, il a eu Sem, Cham et Japheth, point. Il n'a eu que 3. Alors, il y a des raisons, il y a des explications, vous verrez ça dans l'autre étude pour ceux que ça intéresse. Mais alors, quid de l'ADN mitochondrial? Puisque la mitochondrie, on l'a vu en introduction, ne peut pas se transmettre d'une mère vers ses... Enfin, les fils étaient porteurs de la mitochondrie de Naama, néandertalienne, mais ils n'ont pas pu le transmettre à leurs enfants. Alors on va regarder un petit peu de plus près ce que nous dit la parole de Dieu sur le sujet. Noé est le seul des patriarches à n'avoir eu que des garçons. Si une fille était née de l'union de Noé et Naama, elle n'aurait pas pu avoir d'enfant. On va voir après. C'est ce qu'on a vu ici. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sapiens n'avaient pas de gènes qui permettaient le maintien d'une grossesse avec... Non, c'est l'inverse. C'est les néandertaliennes qui étaient les seules à avoir des gènes qui permettaient de maintenir une grossesse avec un sapiens. Mais s'il avait eu une fille, cette fille aurait été néandertalienne, sapiens, il aurait eu les gènes sapiens, donc elle n'aurait pas été néandertalienne, elle aurait été sapiens, pardon. Et en tant que sapiens, elle n'aurait pas pu engendrer avec des néandertaliens. On va voir pourquoi tout à l'heure. Juste petit détail. Maintenant, on va lire dans 1 Chroniques, chapitre 1, verset 5. C'est rare qu'on utilise les chroniques, mais il y a une utilité, on va le voir ce soir. 1 Chroniques 1, 5. Fils de Japheth, 2 points. Et la liste commence. 1 Chroniques, chapitre 1, verset 8. On a les fils de Cham, 2 points, et la généalogie commence. Et ensuite, 1 Chroniques, chapitre 1, verset 17. On a fils de Sem, et la généalogie commence. Ce qui est intéressant de soulever, de relever, c'est que le mot fils ici, c'est Benei. Le mot fils, dans 1 Chronique, verset 8, c'est Benei. Et le mot fils, au verset 17, c'est Benei. Jusque-là, ça va. Genèse chapitre 5, verset 32.
Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Le verbe engendrer ici, c'est vayovled. Seule occurrence du verbe engendrer avec un mouna. C'est-à-dire qu'il y a un petit détail qui fait que Noé, qui s'était marié avec une néandertalienne alors que c'était un sapiens, dans le verbe qui dit qu'il a eu des enfants, il y a un petit diacritique, et j'ai vérifié, il est le seul à employer ce verbe engendrer avec ce diacritique. Ce diacritique, le mouna, qu'on retrouve chez deux de ses fils. Le même. Que là. Que chez eux. Genèse chapitre 5, verset 2. Adam eut son premier enfant à 130 ans. C'est vayovled, c'est le même verbe, c'est engendrer en fait. On aurait pu dire engendrer. Et qu'est-ce qu'il a comme petit diacritique? Eh bien, il a un tifa, utilisé pour tous les engendrements de la lignée de Seth. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il est dit ils eurent des fils, ou ils engendrèrent des fils et des filles, etc., on a ce diacritique dans toute la lignée du côté sapiens. Donc, le seul exemple que l'on ait ici d'engendrement avec une néandertalienne, on a un diacritique, on a un mouna, et toute la lignée des sapiens, on a un tifa, sauf pour deux, sauf pour Adam et Malaaléel, par rapport à Seth. Mais ça, par rapport à d'autres enfants, mais pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis la référence. Voilà. Il faudra mettre dans une autre étude qui explique, qui permet de comprendre pourquoi. Je veux dire, toute la lignée, sauf deux cas sont particuliers, ils ont tous un tifa, comme le fils de Cham. Ça veut dire quoi? Alors voilà, la Bible, alors il faut pour avoir pourquoi il y a Adam et Malaaléel qui ont deux cas dans deux versets, c'est différent. Il faut regarder ces deux études et puis ça sera plus clair. Mais c'est pas l'objet de ce soir. Sapiens et Néandertal étaient bel et bien ensemble. Sapiens et Néandertal étaient tout à fait ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On voit que du côté de Noé, on a Japheth et Sem qui ont eu un engendrement identique à celui de leur père. Or, celui de leur père, quelle était sa particularité? C'est qu'il était sapiens avec une néandertalienne. Donc deux des fils de Noé étaient mariés avec une néandertalienne. Japheth, ascendant des Occidentaux. Sem, ascendant des Asiatiques. Pour aller voir ça, voir le récit de la tour de Babel et la géolinguistique, pour voir toute cette démonstration, ainsi que Dieu aurait-il oublié les Chinois avant le christianisme, pour aller plus loin et comprendre encore mieux cette ascendance. Et du côté de Cham, Cham est marié à une sapiens. Et Cham est l'ascendant des Africains. Voir le récit de la tour de Babel et la géolinguistique. Mais si je reprends ce qu'on a vu tout à l'heure, la page 5A qu'on a vu tout à l'heure, sur les principaux résultats du séquençage du génome nucléaire des Néandertaliens et des Sapiens, qu'est-ce qu'on y voit? On y a vu qu'il y a un apport important du patrimoine génétique de Néandertal chez Sapiens en Europe et en Asie, et pas en Afrique. Or, justement, dans la parole de Dieu, on a Japheth et Sem qui sont les ascendants des Occidentaux et des Asiatiques, qui se sont mariés avec une Néandertalienne. Donc jusque-là, tout est logique. Parce que, ok, l'ADN mitochondrial n'était pas transmis par le père. Okay, et la mère transmettait à ses enfants, mais elle transmettait à ses fils aussi la moitié de son génome nucléaire. On parlait bien que de l'ADN mitochondrial qui ne se transmettait que de mère en fille. Par contre, l'ADN nucléaire, lui, se transmet normalement à moitié, 50-50 avec le père. Donc on a tout le patrimoine génétique néandertalien de la femme de Noé, donc de la descendante Naama, plus au niveau des hommes, plus deux des fils de Noé, les trois, qui se sont mariés avec des néandertaliennes. Résultat, on a toute la génétique mitochondriale de Néandertal qui va se mêler avec la génétique de Sapiens. Et pas pour l'Afrique. Voilà l'origine, le pourquoi l'Afrique, il n'y a pas d'ascendance néandertalienne pour l'Afrique. Ou très très peu, parce qu'après le temps, il y a eu quelques migrations et quelques retours en Afrique, etc. Mais ça reste très très léger. Il n'y a absolument pas de phénomène de population, contrairement à l'Europe et l'Asie.
Genèse chapitre 4, versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Dans ce texte, il y a une particularité qui ne peut pas se traduire en fait. Pourquoi? Parce qu'ici, elle enfanta Caïn. En hébreu, et Caïn. Il y a ce petit mot et qui est là et qui ne se traduit pas. Et par contre, elle enfanta encore son frère Abel. On a 2 fois le et. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je n'ai pas voulu prendre trop de temps, mais en fait, ce petit mot-là montre que Caïn avait une sœur jumelle. Et que Abel en avait 2. Donc ici, on a les premiers éléments. Quand souvent on me pose la question, oui, mais Abel et Caïn, enfin pas Abel, mais Caïn, avec qui il a eu des enfants? Avec l'une de ses sœurs. Avec l'une de ses 3 sœurs. Parce qu'après, une autre étude montre que Adam et Ève ont eu leur 3e fils bien plus tard, Seth, bien plus tard, et qu'entre les deux, il n'y en a pas eu. Et après, il y a eu des fils et des filles. Donc c'est-à-dire que Caïn, au départ, il s'est uni à l'une de ses 3 sœurs. Parce qu'il y avait 2 sœurs jumelles d'Abel et une sœur jumelle à lui. Et là, on revient à ce que nous dit sur Néandertal, c'est-à-dire que les premières coupures génomiques de Néandertal montrent que les premières unions étaient consanguines. Ce que dit la parole de Dieu aussi. Dès le départ, les choses sont claires. Alors pourquoi il n'y avait pas de problème de consanguinité? Parce qu'ils étaient encore abreuvés par le fleuve qui traversait le jardin d'Éden, puisqu'il est parlé du fleuve d'Éden, duquel se séparait après en plusieurs bras, mais ce fleuve-là, le texte biblique est clair, il traversait le jardin d'Éden, c'est-à-dire que la source n'était pas dans le jardin d'Éden. Donc en sortant du jardin d'Éden, ils avaient toujours accès à ce fleuve, qui était un fleuve de vie et qui permettait d'avoir une vie très très longue. Et après le déluge, ce fleuve ayant été complètement dissous dans les océans, il n'y a plus de traces. Là, je renvoie vers nos études précédentes, mais il y a encore des traces, bien sûr, mais il n'y a plus cette eau, en tout cas particulière. Et donc, c'est pour ça que c'est juste après le déluge que la durée de vie s'est effondrée. Voilà. Mais donc, avant, il n'y avait pas de problème de consanguinité. Voilà, la dégénérescence a commencé après le déluge. La dégénérescence, je dirais, à proprement parler, génétique, naturelle, entre guillemets, si on peut dire. Par contre, il y a eu une dégénérescence avant le déluge, mais qui était une dégénérescence de pratique de corruption. Et le texte le dit, puisque toute chair avait corrompu ses voies. Et là, il ne s'agissait pas d'une dégénération naturelle, entre guillemets, mais d'une dégénération, une corruption suite à des pratiques inappropriées, occultes et complètement dépravées. Ça, on verra peut-être une autre fois. Maintenant, pour finir, juste une réponse à quelques questions qui souvent sont posées. Alors, ça va être des réponses assez rapides, mais qui vont, à mon avis, être quand même suffisantes pour pouvoir comprendre les choses. Pourquoi trouve-t-on plus de Néandertal que Sapiens dans les temps très reculés? On trouve, ok, la science est d'accord que Néandertal et Sapiens ont vécu en même temps. Cependant, la science affirme que Néandertal a vécu bien avant Sapiens. Or, bibliquement, il y a eu un léger décalage entre Caïn et Seth. Il n'y a pas eu des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'années entre les deux, voire des centaines de milliers d'années. Même si on prend une différence de corrélation au niveau des courbes de temps. Pourquoi? La réponse est assez simple en réalité. Néandertal vivait dans les grottes à l'abri. À l'arrivée du déluge, tout fut balayé sauf ce qui était dans les grottes profondes et qui se sont retrouvés fermés par le flot des sédiments. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le déluge, et que tout ce qui était dans les grottes, sépultures en particulier, mais aussi peut-être certaines personnes vivantes, parce qu'on en retrouve certains dans des positions qui ne sont absolument pas des positions de sépulture. Il n'y a pas beaucoup, mais on en retrouve. Il y a tous ceux qui ont été enfouis comme ça dans les grottes, soit sous les sédiments, soit sous l'effondrement, température, glace, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
Voilà, en tout cas particulièrement Néandertal, puisque les sapiens, eux, vivaient dehors. Donc forcément, quand le déluge est arrivé, tout a été balayé, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Donc là, je renvoie vers l'étude, civilisation antédiluvienne, partie 1, les traces, pour comprendre. Là, j'explique un petit peu pourquoi il nous reste des traces de l'art pariétal antédéluvien, alors que le déluge aurait tout détruit. Tout simplement parce que cet art pariétal était dans les grottes profondes. Et d'ailleurs, toutes ces grottes, quand les recherches sont faites, on se rend compte qu'elles ont été fermées pendant des milliers et des milliers d'années par des sédiments. Donc c'est le déluge qui les a fermées, elles n'étaient pas dans l'axe de l'écoulement. Elles ont été fermées par les sédiments, donc à l'abri de l'air et donc de toute la dégradation possible. Et c'est pour ça qu'on y retrouve les restes de néandertaliens, puisqu'ils vivaient dans les grottes, pas les autres. Pourquoi cette protection pour Caïn? Curieuse protection, n'est-ce pas? Pour protéger l'humanité. Eh oui. En fait, cette protection était une grâce accordée à Caïn, mais c'était une grâce aussi, parce que Dieu est souverain et omniscient, pour nous tous. Pourquoi? Les défenses immunitaires de Néandertal nous sont très utiles pour lutter contre les cancers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est les traces que nous avons de Néandertal dans notre génome qui nous permettent de lutter contre les cancers, et en particulier les cancers du tube digestif. Essentiellement du tube digestif, ces cancers, en raison du changement alimentaire important induit par les nouvelles conditions nutritionnelles d'après le déluge. Après le déluge, la nutrition ne sera plus du tout la même, et c'est grâce à la femme de Noé et Noé qui vont mixer leur génome, leur patrimoine génétique, et en particulier le patrimoine génétique de Néandertal, qu'elle va apporter à ses enfants qui vont transmettre au leur, au niveau de l'ADN nucléaire. C'est grâce à ça que nous avons aujourd'hui une plus forte capacité de résistance au cancer et on peut manger un peu de tout. Sinon, ça serait très compliqué, beaucoup plus compliqué. Voire, le chrétien doit-il être végétarien pour comprendre le changement d'alimentation induit par le déluge. Quand je parle des défenses immunitaires, défenses qui ont été intégrées à l'épigénome durant des siècles. C'est-à-dire que pourquoi Caïn et pas les mecs, juste à la fin? Parce que cette différence cette préparation par la maladie est venue impacter le génome et l'épigénome qui a pu se transmettre à Nahama, puis aux enfants de Noé et de Nahama. Là, je renvoie vers l'étude sur l'épigénétique et la grâce de Dieu, où tout était prévu dès le départ. Et qu'en fait, ce qui est perçu comme une malédiction qui est tombée sur la tête de Caïn, parce qu'en fait, il a été vilain, oui, ce qu'il a fait a mérité un éloignement, un temps de réflexion. Littéralement, d'ailleurs, on parle de teshuva en hébreu, et souvent il y a une confusion, parce qu'on dit teshuva, c'est la conversion. Non. La teshuva, ce n'est même pas la repentance. Littéralement, la teshuva, c'est prendre le temps de réfléchir consciemment, enfin, en toute conscience, et de se regarder dans le miroir pour savoir où on en est là. C'est une prise de conscience, ça c'est la teshuva. Derrière, il y a la conversion, c'est le pas d'après. Et on commence par la prise de conscience. Donc Dieu va amener Caïn à la prise de conscience et l'humanité entière à la prise de conscience. Et pour que ce soit possible, il a tout prévu d'avance. Et dès Caïn, il a protégé Caïn par ce biais-là, mais il a déjà anticipé et préparé le salut de l'humanité au travers de Nahama. Pourquoi? Pour préserver une lignée de mères pour les patriarches de Noé. C'est-à-dire que du côté sapiens, on a vu qu'il ne pouvait pas y avoir d'enfants de néandertaliens avec une sapiens, avec ce système génomique, avec cette modification génétique chez Caïn. Ça veut dire que toute la lignée de Seth, aucun des hommes de la lignée de Seth ne pouvait provenir d'une union de la descendance de Caïn avec la descendance de Seth. Parce que sinon, il y a l'avortement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il avait déjà préparé pour que le salut avec l'arche et Noé soit possible. Donc tout ça, c'est un message en fait de grâce, un message d'omniscience, tout est prévu d'avance. Comme je le dis parfois avec un petit sourire, mais peut-on imaginer Dieu en retard? Peut-on imaginer Dieu surpris par une situation? Absolument pas. Ici, plus de 1000 ans avant, il avait déjà tout prévu. Tout prévu. Donc c'est une manifestation de la grâce de Dieu pour l'humanité entière, en réalité. Pour l'humanité entière. Pourquoi les dates plus ou moins éloignées des réalités bibliques? Pourquoi on a des dates qui sont un peu, qui vont dans tous les sens?
Donc là, il y a l'étude sur les chronologies, d'accord. Mais il y a un autre élément un petit peu qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est la considération d'une vitesse de mutation constante de l'ADN mitochondrial. Je vais faire court, parce qu'on pourrait là aussi expliciter, mais il y a eu un test qui a été fait sur le corps du tsar de Russie, Nicolas II, et on s'est rendu compte qu'il a hérité de 2 séquences différentes d'ADN mitochondrial. On appelle l'ADN MT, mitochondrial, de sa mère. Alors on appelle ça l'hétéroplasmie. C'est un cas particulier. Mais des études récentes montrent que cela peut se produire chez au moins 10 et probablement 20% de tous les humains. L'hétéroplastie, non pas l'hétéropneumatie, il y a un problème, l'hétéroplasmie amène une possible mutation de l'ADN mitochondrial jusqu'à 20 fois plus rapide que considéré à ce jour. Les chercheurs ont calculé que l'Ève mitochondriale, c'est-à-dire la première femme de l'humanité, la femme dont l'ADN mitochondrial était l'ancêtre de celui de tous les êtres vivants, donc des néandertaliens et des sapiens, a vécu il y a 100 000 à 200 000 ans. C'est vraiment court. Certains disent que c'est beaucoup plus loin que ça. Ça évolue tout ça. En utilisant la nouvelle horloge, c'est-à-dire en considérant qu'il peut y avoir dans 10 à 20% de la population une vitesse de modification mitochondriale qui va 20 fois plus vite en raison de cette hétéroplasmie, eh bien en fait, on arrive à un résultat où l'Ève serait de 6 000 ans. Alors, c'est intéressant. Ceci étant, tout ça, ça se repose sur des statistiques. C'est validé, mais c'est intéressant. Tout ça, c'est pour expliquer qu'il faut faire très attention à ce qu'affirment les datations scientifiques. Sachant qu'à l'époque des premiers hommes, ils n'étaient pas nombreux. Ça veut dire que la probabilité pour en retrouver un, elle est quand même très très faible. Très très faible. Ceci me permet de soulever juste une petite remarque avec un petit sourire, je dirais presque en coin. C'est que Néandertal enterrait ses morts. Néandertal avait des rites funéraires, on trouve des morts enterrés en position fœtale avec des offrandes, etc. Donc ils enterraient leurs morts. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En plus de 100 000 ans d'existence, et 100 000 ans, je suis gentil, parce que certains considèrent que c'est même 500 000, peu importe. Admettons, 100 000 ans d'existence, Néandertal aurait dû enterrer plus de 4 milliards de morts dans les grottes. Comment ça se fait qu'on en trouve si peu? Parce que c'est pas si vieux, tout simplement. Nous avons survolé Néandertal et la Bible, face à la Bible, et nous nous rendons compte qu'il n'y a absolument pas d'opposition farouche. Alors j'aurais pu passer du temps sur pourquoi les modifications morphologiques par rapport au génome, etc. Mais là, ça nous aurait amené très très loin, ça aurait été très technique. Mais tout ça pour montrer qu'en fait, il n'y a absolument pas de contradiction. Et comme disait Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science nous rapproche de lui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, ici, on va faire comme ça.